Dans la section précédente, on a vu Docker Compose. On a vu que Docker Compose nous aidait lorsqu'on était dans le cadre d'une architecture en microservices de construire l'ensemble des services qui portent une même application. Bien évidemment, les bonnes pratiques, c'est qu'au niveau de votre Docker Compose, il ne faut pas mélanger plusieurs applications au sein d'un même Docker Compose, tout simplement parce que en général, on les construit de manière à ce qu'on les reboot et qu'on les construit ensemble. Donc, si vous mélangez les applications au sein d'un même Docker Compose, ça fait que si vous voulez redémarrer une application A, vous impactez une application B. C'est pour cela qu'en général, il est conseillé de faire un découpage par application. Bien évidemment, vous n'êtes pas limité en termes de nombre de fichiers, donc il n'y a pas de raison que vous en fassiez une contrainte. Donc, au contraire, découpez vos Docker Compose de manière la plus optimale par rapport aux relances et aux créations. Le Docker Compose, on a vu que c'était très bien, mais l'inconvénient du Docker Compose, c'est que il est construit pour déployer un ensemble de machines au sein d'une même machine. Et donc, lorsque on veut aller un peu au-delà, donc de pouvoir déployer nos machines sur différents composants, en général, on va dire qu'on va faire une abstraction au-dessus. Donc, on va faire une abstraction au-dessus du Docker Compose. Et là, on va parler plutôt désormais d'orchestration qui va vous permettre de redispatcher vos différents microservices au sein de différentes machines. Pourquoi est-ce que ça c'est très important? Déjà pour répondre à des questions de haute disponibilité. Bien évidemment, si vous déployez l'ensemble de des microservices d'une application sur une machine et que cette machine vient cracher pour différentes raisons, coupure réseau, crash disque, bien évidemment, vous perdez tout l'application. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on dit il faut passer une abstraction au-dessus pour passer au niveau de l'orchestration. Et donc, pour des raisons de haute disponibilité, on va repartir nos éléments sur différentes machines. Ça permet que si une machine tombe, les autres machines puissent prendre le relais pour garantir notre service. Et donc, bien évidemment, lorsque on va parler d'orchestration, bien évidemment, contrairement au Docker Compose qui va se limiter à s'assurer que le nombre de réplicas demandés sont créés, l'orchestration va aussi mettre une abstraction dessus. Il va aussi s'assurer que les réplicas demandés sont bien disponibles. Et donc, automatiquement, si un réplica tombe, c'est la solution d'orchestration via ses outils qui va identifier qu'on n'est plus en adéquation entre le nombre de réplicas demandés et le nombre de réplicas demandés et le nombre de réplicas disponibles est différent et donc il va automatiquement populer un nouveau réplica. Et donc c'est ça qu'on va voir dans cette nouvelle section dédiée à l'orchestration. Dans cette section, on va voir deux types d'orchestrateurs. Le premier, c'est celui qui est développé par la société Docker, qui s'appelle Docker Swarm, dont on parle souvent plutôt de Swarm Mode, mais c'est on parle de Swarm Mode ou de Docker Swarm. Donc, vous choisirez la terminologie qui vous intéresse. Lorsqu'on parle d'orchestration, donc bien évidemment, on va distinguer deux types de machines. Donc, désormais, avant, lorsqu'on faisait de Docker de manière classique, on avait juste un concept de machine, donc sur lequel on déployait. Donc, lorsqu'on passe une couche d'abstraction, désormais au niveau de nos machines qui font du Docker, bien évidemment, il faut qu'il y ait les clients Docker sur l'ensemble des machines. Mais désormais, on va faire du distinguo entre les machines. Et donc, on aura des machines qui seront plus catégorisées manager. Donc, ce sera des machines qui seront là pour porter l'intelligence. Bien évidemment, dans certains scénarios, vous pouvez mutualiser à la fois le manager et le worker dans un environnement de test. Mais lorsqu'on est sur de la production, lorsqu'on est dans le domaine des entreprises, on recommande de ne pas utiliser les managers pour porter autre chose que les conteneurs de gestion. Donc, si vous voulez faire tourner un conteneur applicatif, il faut le faire tourner sur une machine de type worker. Et donc, bien évidemment, pour les besoins de test, vous pouvez mutualiser ces deux fonctions. Mais lorsque vous êtes dans le monde de l'entreprise, privilégiez une séparation claire et nette entre le manager et les workers pour des raisons d'optimisation. Une chose aussi très importante, c'est que les managers vont donc porter l'intelligence, donc c'est eux qui vont surveiller que vos conteneurs sont bien disponibles, c'est eux qui vont surveiller que
vos conteneurs correspondent bien au nombre demandé. Et bien évidemment, si vous voulez passer au niveau configuration as code, on va passer par les API. C'est aussi les managers qui vont porter aussi les API. Et donc, bien évidemment, on va aussi vous recommander de la haute disponibilité au niveau de vos managers. Et donc, c'est pour cela qu'on vous recommande en général, lorsque vous faites du manager, en général, le nombre idéal, c'est d'avoir environ 3. Bon, en fonction de la taille de votre entreprise, un manager peut suffire, mais pour des raisons de disponibilité, on recommande souvent d'être sur 3 managers. Au niveau des workers, bien évidemment, vous allez déployer autant de workers que vous voulez par rapport au dimensionnement que vous souhaitez. Une chose aussi très importante, comme j'ai dit, les workers sont là pour porter vos conteneurs applicatifs et donc souvent, on va se rendre compte qu'on dimensionne plutôt de manière plus grande les workers, puisque c'est eux qui vont porter les conteneurs applicatifs par rapport aux machines de type manager qui ne seront là que pour faire du contrôle. Et donc, vous pouvez vous permettre de faire un dimensionnement moins performant au niveau des managers si vous avez un problème de ressources ou bien de facturation. Et donc, par contre, il faut bien dimensionner vos workers pour qu'ils puissent supporter la charge au niveau de vos machines. Dans une prochaine session, on va aborder le concept d'éviction qui fait que dans un certain nombre de conditions, des conteneurs vont être automatiquement supprimés. Et donc, c'est pour cela qu'au moment où vous dimensionnez vos conteneurs, c'est important. Vos machines, workers, il faut bien les dimensionner pour ne pas se retrouver dans ce genre de scénario. Et bien évidemment, de les sauvegarder et de les surveiller avec de l'observabilité pour faire tout ce qui est monitoring et autres. Après, en termes de sauvegarde, lorsque vous avez bien fait vos configs, donc si vous faites de la configuration as code, la sauvegarde des workers n'est plus très indispensable. Mais si vous êtes dans la configuration manuelle, en ce moment, la sauvegarde peut être utile. Donc, en entreprise, privilégiez la configuration as code qui vous permet de pouvoir redéployer de manière instantanée de nouveaux workers sans avoir à vous soucier d'une question de sauvegarde autre. Donc, ça, c'était lorsqu'on est sur le moteur Docker et qu'on veut faire de l'orchestration, il faut passer en mode Docker Swarm. À côté de ça, il y a Google qui a développé un autre orchestrateur qui s'appelle Kubernetes. Donc, ça, c'est la version qu'ils ont publiée, qui n'est pas exactement la version qu'ils avaient déployée à la base, mais c'est aussi un autre moteur d'orchestration. Déjà, une des grosses différences entre les deux moteurs, c'est que Docker Swarm, il est conçu pour un moteur Docker, mais Kubernetes, c'est un orchestrateur de conteneurs. Ce n'est pas un orchestrateur Docker. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que comme on l'a dit au début de cette formation, Docker n'est qu'un exemple de moteur de containerisation. Et donc, si vous faites autre chose comme moteur de containerisation, vous pourrez aussi utiliser Kubernetes. Donc, c'est ça qui fait un des gros avantages de Kubernetes par rapport à un Docker Swarm. Docker Swarm, il est conçu pour Docker. Kubernetes est conçu pour fonctionner avec différents types de moteurs de conteneurs. Et donc, en l'occurrence, on va travailler avec du Docker. Mais il ne faut pas retenir que Kubernetes est un moteur d'orchestration de Docker. C'est un moteur d'orchestration de conteneurs. Et donc, en termes d'architecture, les deux architectures sont assez semblables. On va toujours parler du concept de node. Mais au lieu de parler du concept de manager, on parlera maintenant plutôt du concept de control plane. Et dans le control plane, on va mettre tout ce qui va permettre, par exemple, etcd. Donc, ça va être une base dans laquelle on va stocker un certain nombre d'informations. Je vous ai parlé du scheduler qui va permettre de surveiller l'état de vos pods. Je vais revenir sur le concept de pod plus tard. Il va surveiller vos pods et c'est lui qui va pouvoir recréer à la volée en fonction des besoins. Vous avez la partie API qui va vous permettre de contrôler votre conteneur à distance avec différents outils. Lorsqu'on va voir l'observabilité, donc on verra que lorsqu'on va faire du conteneur avec du Kubernetes, il y aura la notion d'opérateur qui vous permettra de rajouter des fonctions spécifiques à un produit. Donc on déploiera des opérateurs pour Prometheus, des opérateurs pour Dynatrace, qui permet au sein de votre cluster d'apporter un certain nombre de configurations propres au produit. Tout à l'heure, j'ai parlé au niveau de
Kubernetes, je vous ai dit, le scheduler va vous permettre de surveiller vos pods. Donc, je n'ai pas parlé de surveiller vos conteneurs. Tout simplement parce que lorsque vous êtes dans le monde de Kubernetes, l'unité de base, c'est le pod. Donc, lorsque vous êtes dans Docker, on ne va plus parler, pardon, lorsque vous êtes dans le monde Kubernetes, on ne va plus parler de conteneurs, mais on va parler de pods. Le pod, c'est l'unité de base dans laquelle on peut mettre un ou plusieurs conteneurs. Mais pour Kubernetes, son unité de base, c'est le pod dans lequel on peut mettre un ou plusieurs. Et c'est pour cela que on verra que lorsqu'on voudra faire du monitoring, de l'observabilité au sein d'un cluster Kubernetes, on verra que on pourra exploiter cette petite différence qui existe entre le container et le pod, tout simplement parce que vu que dans le pod, on peut mettre un ou plusieurs, on verra que lorsqu'on fait de l'observabilité, on pourra donc rajouter dans notre pod un container qui se chargera de faire un premier traitement pour mettre en place notre observabilité. Et donc, gardez bien à l'esprit que le pod, c'est son unité de base qui représente un ou plusieurs containers. Et donc, on va développer tout ça dans les sessions. On va voir comment est-ce que vous pouvez déployer un cluster Kubernetes. Bien évidemment, quand je parlais de Docker Swarm, je vous ai dit que vous pouvez combiner les deux fonctions. Lorsqu'on combine les deux fonctions, on va parler souvent plutôt d'une installation de type Minikube, qui est vraiment un tout petit cluster mono machine dans lequel on a mis à la fois la fonction control plane et la fonction node. Et donc avec une seule machine, on pourra faire quelques premières manipulations au niveau de Kubernetes. On verra aussi comment est-ce qu'on peut utiliser Docker Desktop pour déployer un cluster Kubernetes mono machine aussi. Et puis, on verra aussi comment est-ce qu'on peut déployer un cluster Kubernetes et Docker Swarm. Et bien évidemment, quand vous regardez le schéma, vous comprenez bien qu'il y a donc cette notion de relation entre les workers et les managers. Et donc, lorsqu'on travaille avec des clusters, on va parler de jointure. Pas de jointure, de liaison. Voilà, on va parler plutôt de liaison, si je veux traduire le thème de manière la plus adaptée. Et donc, lorsqu'on va vouloir déployer notre cluster, on va installer le manager. Et donc, lorsqu'on va installer le worker, on va donc lui faire une liaison avec le manager. Et donc, lorsque vous installez le manager, vous allez donc récupérer un identifiant. Et cet identifiant, on va l'affecter à notre worker pour qu'il sache qui est son manager. Et donc, de la même manière, lorsque vous allez déployer votre node, on verra comment est-ce qu'on peut le relier à votre control plane. Ça permet que dès que vous déployez une nouvelle machine, vous n'avez pas besoin de faire des liaisons entre eux. Une fois que vous déployez le nouveau, il faut juste le faire joindre le cluster. Et c'est le cluster qui se charge de faire la découverte et la répartition tout seul.